Enrico Castaldi, avocat, est à Paris depuis plus de 20 ans. Il est l'un des protagonistes de la présence italienne à Paris. Pourquoi il s'est installé dans cette ville? Comment a commencé son itinéraire italo-français? Michele Canonica, que je connais depuis 30 ans presque, en 1995 m'a posé la même question. Donc je vois que tous les 10 ans, tu me poses toujours la même question. Et je disais que je suis arrivé à Paris. Tout simplement, il y a une dizaine d'années, je suis venu faire un petit stage à Paris, etc., etc. Je suis arrivé à Paris en 85. Pourquoi je suis arrivé à Paris? Je suis arrivé à Paris parce que Paris est une ville que j'aimais. Paris est un rêve. C'était Paris, ville de mon voyage, de mon grand voyage après mon baccalauréat. Et j'avais toujours rêvé de vivre à Paris. Mais rêver de vivre dans un endroit n'est pas suffisant. J'avais un handicap. L'handicap était ma profession. J'étais avocat. On était en 1985 et tout était différent par rapport à maintenant. Par exemple, notre métier, notre profession, l'avocat était quelqu'un par définition de stable. On commençait la profession dans une ville, on devenait notable de la vie, on devenait notable, on était connu, on avait une certaine reconnaissance autour de vous. Vous passez une vie dans les mêmes contextes. Et seulement que j'avais 30 ans et j'avais très envie de changer mon contexte. J'habitais à Rome à l'époque. Donc un jour j'ai dit non, je dois changer. Et les jours où j'ai décidé de changer, j'ai décidé parfait, je vais vivre à Paris. J'ai eu beaucoup de chance car j'ai rencontré des personnes, et notamment un avocat canadien qui a accepté d'accueillir un jeune avocat toscan romain de 30 ans dans son cabinet à Paris. Il faut bien souligner que ce n'est pas évident de se mettre à travailler à Paris d'un jour à l'autre. C'est-à-dire que Paris est une ville qui ne manque pas d'avocats. Donc, arriver à creuser son propre espace professionnel n'est pas évident. N'est pas évident, mais en même temps très facile. C'était très facile car j'avais un projet qui était très clair. J'ai eu la chance, je crois que chaque jeune, j'ai conseillé d'avoir un projet et de croire dans un projet. Mon projet était très clair. Paris était une ville où les cabinets d'avocats et d'avocats d'affaires ne manquaient pas, mais il y avait un vide important. Il y avait des cabinets d'avocats d'affaires qui assistaient les entreprises américaines, anglo-saxonnes, allemandes, etc. Mais ce qui concernait mes compatriotes, les entreprises italiennes, j'ai trouvé qu'il y avait un vide. Et donc, tout bêtement, j'essayais seulement de combler ces vides. Donc, de structurer un cabinet dont la première vocation était, et encore, celle d'assister les entreprises italiennes. Alors tu pourrais dire, mais pourquoi, quels sont les liens entre une nationalité et un conseil juridique? En effet, c'est vrai, parce que les droits est autre chose. Nous travaillons sur le droit français, sur le droit italien, etc. Mais au-delà du droit, et à côté du droit, il y a aussi des éléments que j'appelle plutôt d'anthropologie culturelle. Donc, si on veut assister bien des clients, il faut aussi les connaître et savoir quelle est la mentalité, quels sont les comportements, quels sont les backgrounds culturels. Et nous, ce que nous avons fait durant 20 ans ici, est justement de créer une communauté humaine et professionnelle spécialisée dans l'assistance des entreprises
italienne en France. Ça, c'était les débuts. Voilà. Après, on a fait d'autres choses, mais ça, c'était les débuts. Les débuts où, personnellement, moi et Alexis Moore, qui est mon associé, fondateur, qui est le fondateur du cabinet, parce que cette interview est de 95, si je ne me trompe pas, juin 95, on était encore chez Lett, mais en juin 96, donc un an après, Alexis et moi, nous avons créé Castaldemour et Associés. Le travail d'un cabinet qui s'adresse à une clientèle italienne, non seulement italienne, mais disons fondamentalement italienne, consiste aussi à traduire chaque jour la mentalité, les mœurs, les tournures, non seulement du droit, mais aussi de la pensée de ces deux pays, de la France et de l'Italie. Je me souviens à l'époque que tu as évoquée, c'est-à-dire à l'époque où cette revue est apparue. Donc, moi j'étais le directeur de cette revue France-Italie, revue de la Chambre de commerce italienne, et on avait organisé même des séminaires sur ce problème de l'interculturel, donc de la difficulté, non pas de traduire la langue, mais de traduire les mentalités, de rendre possible aux Italiens de mieux comprendre la mentalité française et vice-versa. Et donc là maintenant, 20 ans se sont écoulés et je repose la même question de l'époque, c'est-à-dire quels sont les éléments fondamentaux de cette différence? Pourquoi est-il aussi difficile de faire travailler ensemble, de donner vie à des accords, des contrats, etc., entre ces deux cultures qui sont apparemment aussi proches? Nous vivons dans un contexte qui est de plus en plus global. En effet, on regarde tous, on a tous les mêmes instruments. On a dans nos poches, on a les mêmes portables, dans le téléphone portable, on est dans une société qui est vraiment globalisée, mais après, on a des points de non-communication qui sont grands. Mais ça a été toujours comme cela. Un jour, quelqu'un de Bologne est une ville, tu connais Bologne, n'est-ce pas? Et il me disait que notre public aussi. Les Bolognais se méfient énormément des Florentins. Et quand quelqu'un arrivait de Florence, on disait « Oh bon, celui arrive de Florence, il faut faire attention ». À savoir, nous, les autres, on dit toujours les autres font cela, les autres mangent ça. Ah, ça, c'est eux qui les mangent, etc. À savoir, nous venons des cultures qui étaient très isolées. Après, on a une grande ouverture dans nos vies quotidiennes. On prend tous les jours, mais déjà depuis 85, les choses ont changé. Et maintenant, on va faire un instant. Mais encore, je donne un exemple. J'essaie de donner un exemple où est la difficulté. Par exemple, nous avons aussi beaucoup, nous assistons aussi beaucoup de groupes français sur l'Italie depuis 5 ou 6 ans. Si on rédige un document, un mémo, pour un lecteur français, il faut les rédiger selon certains critères. Il faut suivre un plan. Autrement, la personne qui te lit, il est au moins déçu de ne pas pouvoir retrouver certains repères qui pour lui sont nécessaires. Donc je crois que notre travail est non seulement celui de connaître les droits, de connaître les lois, de savoir aussi comparer et choisir entre plusieurs droits, quel est le droit plus efficace pour certaines situations, mais aussi traduire certaines informations dans un langage qui soit un langage naturel pour
c'est lui qui doit pour le destinataire, pour le destinataire. Français. Ouais. Et destinataire, c'était l'anglais, par exemple, l'usage de l'anglais comme outil de travail a plus ou moins solutionné ces problèmes. Parce que l'anglais, même s'il est parlé très bien, si les interlocuteurs parlent très bien l'anglais, ils utilisent toujours un vocabulaire qui est assez réduit par rapport aux Anglais, aux anglophones de langue maternelle. Donc avec l'anglais et même dans la on simplifie les messages et on élimine du message certains éléments qui peuvent avoir des difficultés. Ce que tu viens de dire me rappelle les confidences d'un ami commun qui malheureusement n'est plus avec nous, Gilles Martinet, lequel avait été député européen. Lui, c'était en français, disons, international. Et il me disait que dans les réunions de Strasbourg ou de Bruxelles, il était toujours étonné de voir que les intervenants français suivaient un certain schéma qui était celui qui leur avait été inculqué, et cela suscitait parfois même la perplexité des personnes appartenant à d'autres nationalités, parce que ce schéma apparaissait comme excessivement rigide. Pourtant, la manière française de voir les choses est celle-là. Donc, il se peut que cette sacrée, souvent maudite langue anglaise arrive à simplifier les relations. Je ne sais pas. C'est sûr que la manière, la façon de penser des Français est très spécifique. Et des Italiens aussi, c'est énormément spécifique. Et il y a des différences aussi. En France, être dans un contexte comme Paris, ou au contraire être à Bordeaux ou à Lyon, il y a des différences énormes, même au niveau des comportements. Mais ton expérience n'est pas seulement italo-française, car ce cabinet a eu des antennes aussi dans d'autres pays. Ouais. Et quel est le résultat de cette expérience très tournée à l'international? Disons, alors, nous sommes internationaux par définition. En ce moment, je crois que nous avons chez nous, entre Paris et Milan, nous sommes une cinquantaine d'entre avocats et juristes. Et je crois que sur 50 avocats juristes, tous, sauf 2 peut-être, ont eu une formation et dirais-je une formation et aussi une expérience professionnelle internationale. Donc nous sommes intéressants pour cela. Jamais j'ai conseillé notre cabinet pour assister, pour suivre un dossier, qu'est-ce que je peux dire, un dossier d'un divorce ou une copropriété ou un dossier classique. Donc sur une logique Paris Milan, nous avons des avocats français, normal, donc du barreau de Paris, nous avons des avocats italiens, mais nous avons aussi des avocats anglais, nous avons des avocats new-yorkais, des avocats espagnols, des avocats de l'Amérique du Sud. Et ça, c'est un peu la force. La force, notre force, si nous avons une force, et je crois que nous avons une force, seulement, pourquoi? Parce qu'on est toujours là, on regardait ensemble les photos de cette revue il y a 20 ans presque, franchement, il y a 19 ans, et ça me laisse un peu comme ça. On a vu beaucoup de monde ensemble, et l'effet de dire on est encore là, et non seulement on est encore là, mais on est dans un plein essor de notre activité, pas du point de vue succès, mais de l'envie, et de l'envie d'être sur ces marchés et de faire ce que nous faisons. Tu as retrouvé un cabinet qui est encore plus je ne veux pas dire fort ou encore plus puissant, parce que ce n'est pas les mots que je cherche. Tu as trouvé un cabinet qui est encore plus motivé à remplir ce rôle qui avait été mon idée en 85, il y a tellement de temps. Là, je vois que l'un des titres
de cette interview, c'était point fort et faiblesse des PME italiennes. À l'époque, il était beaucoup question des PME, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises, considérées comme caractérisant l'économie italienne, alors que l'économie française aurait été caractérisée plutôt par les grands groupes. Ça, c'était le débat d'il y a 20 ans. Maintenant, les choses ont un peu changé. Il faut dire aussi qu'il y a eu entre-temps le déclenchement d'une crise qui a frappé dans tout le monde occidental et qui a frappé très fort. Mais force et faiblesse des PME italiennes, je crois que c'est encore à l'ordre du jour. Quelle était la différence entre les années 90 et maintenant, à part une crise terrible qui dure depuis 5 ans? L'Italie est toujours le deuxième pays manufacturé en Europe, après l'Allemagne, donc il y a toujours une vocation industrielle forte. Les Italiens savent encore faire de l'industrie, même si les derniers 4 ans ont vu au moins entre 100 et 200 000 entreprises fermées. Mais nos clients sont encore forts. Les entreprises, les PME italiennes qui étaient d'une certaine taille et qui étaient à l'export ont su évoluer, ont su résister et sont encore sur les bons marchés. Les plus petits ont disparu. Voilà, il y a eu donc une évolution qui a pénalisé un peu, quasiment tout le monde. C'est vrai que l'Italie reste un pays dont la balance commerciale est active, ce qui n'est pas le cas de la France aujourd'hui. Cela n'empêche que les grands groupes français conservent une solidité qui les protège. Mais dirais-je, c'est toujours difficile d'évoquer, faire des parallèles entre deux pays et deux économies plutôt. L'économie italienne, comme toute la société italienne, mais plutôt l'économie italienne, est devant un choix très important. Où elle saura évoluer et changer profondément dans les mois à venir, dans la courte période, dans les 12-24 mois, où je crois une forte décadence est devant elle. L'économie française a en soi de marges plus importantes, mais je crois que les problèmes sont les mêmes. Là aussi, c'est un problème de changement profond des sociétés et des économies, faute de quoi, un beau jour, on s'aperçoit que tout ce qu'on a accumulé derrière, durant des décennies et décennies de travail, a été consommé, a été épuisé, et donc on est devant un moment de crise. Une dernière question que je tire d'un autre petit intertitre de cette interview de 95. Un bon avocat prend sa robe et va plaider pour son client. Donc, tu avais et tu as toujours une grande passion pour ton métier. Tout à l'heure, tu as dit que vous ne vous occupez pas, par exemple, de divorce. Et alors là, je tire de cette dernière question le prétexte pour parler aussi des spécificités de ce cabinet, c'est-à-dire quels sont ces domaines d'activité ponctuels. Mais c'est assez facile parce que le schéma est clair. Droit des affaires et que droit des affaires. Donc nos clients sont seulement des entreprises. Nous n'avons pas de particuliers comme clients. Sur notre activité droit des affaires, donc on fait la moitié dans les domaines de l'arbitrage international et l'autre moitié dans les domaines, dirais-je,
de droit des sociétés et droit du travail et tout autour de l'entreprise. Nous avons un groupe d'une quinzaine d'avocats qui travaillent seulement dans les arbitrages. Et les arbitrages, c'est-à-dire les sociétés, c'est le cas des sociétés ayant des différends. Des grands litiges. Et de grands litiges, et qui préfèrent s'adresser à un arbitre plutôt que s'adresser à la justice des différents pays. Oui. Et les cadres, l'activité de l'arbitrage dépasse pour nous les contextes géographiques France-Italie. Nos arbitrages en ce moment sont à Paris, mais sont aussi à Vienne, mais sont aussi à Doha, mais sont aussi à Washington. Donc on les fait à l'échelle mondiale. Dans les domaines, au contraire, conseil d'entreprise et contentieux aussi, nous avons la structure binaire Paris-Milan, qui travaille pratiquement il ne s'agit pas de deux bureaux, il s'agit d'un espace unique, Castal de Morin Partners, avec deux adresses, boulevard Haussmann ici et Via Savona à Milan. Et nos avocats là travaillent dans l'assistance des entreprises, qui sont des entreprises françaises en Italie, qui sont des entreprises ici. On vient de fêter avec un client l'ouverture du 100e magasin en France et on l'a assisté au fil de cette opération commerciale en France, comme en Italie, on assiste des clients français dans d'autres opérations. Mais troisième activité, on va aussi dans les nouveaux systèmes. Dernièrement, on a fait une opération en Chine, on en fait une autre en Russie. Et mais donc, ce concept d'aller plaider pour son client, est-ce que ça reste? Oui. Ça reste, absolument. Ça reste, même si je vais au tribunal, je crois, une fois tous les 3 ans. Je voulais exprimer la différence entre le fait d'être avocat et être un consultant. Même si nous travaillons dans les conseils, même si nous ne sommes pas l'exemple d'avocat plaidaire traditionnel qui défend la veuve et l'orphelin devant les tribunaux, nous avons clair les devoirs de notre et aussi l'éthique de notre métier. Donc nous continuons toujours à être des avocats. Donc même idéalement à prendre sa robe et à les plaider. Même voilà, si on n'y va jamais. Voilà donc un avocat qu'on peut désormais définir italo-français, qui est amoureux de son métier, qui l'est resté et qui, je pense, désormais... Oui, mais je pourrais dire, au lieu de dire italo-français, je pourrais dire que je préfère être toscan-parisien. Toscan-parisien. Absolument. Alors, et de Livourne. Absolument. Livourne, mais toscan-parisien, ça m'est... Un avocat toscan-parisien qui aime toujours son métier. Merci beaucoup. Grazie, merci. Grazie Enrico Castelli. Merci.